Merci de vous joindre à nous, merci de venir entendre parler du Bitcoin. Donc aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer au plus clair quel pourrait être l'intérêt pour une entreprise d'accepter Bitcoin, comment ça se fait. Et on va faire très très vite. Je vais vous faire une petite présentation de 10 minutes. Et à l'issue, on aura 10 minutes pour échanger parce que j'espère avoir suscité des interrogations et des questions. Donc comme je vous l'ai dit, pourquoi accepter Bitcoin et comment accepter Bitcoin vont être les principales questions qu'on va se poser aujourd'hui. Alors vous allez me dire, on a vu blockchain Bitcoin, pourquoi que Bitcoin? Pourquoi d'un seul coup on ne parle plus de blockchain? Satoshi Nakamoto, qui a inventé le Bitcoin en 2008, a inventé la blockchain. Et ce qu'on appelle aujourd'hui la blockchain, c'est un buzzword pour parler du protocole Nakamoto, du protocole Bitcoin. C'est de lui que tout découle. Donc, on pourra discuter après la présentation des applications blockchain pour les entreprises qui seront infinies. C'est certain que la blockchain va complètement changer la vie des entreprises. Mais à mon sens, ça passe d'abord par une acceptation des crypto-monnaies qui sont les premières des blockchains. Et on se rend compte que la plupart des applications blockchain ne se répandent pas très vite parce qu'elles nécessitent une acceptation des crypto-monnaies. Un exemple, on a une société française aujourd'hui qui s'appelle BTU Protocol, qui propose quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire une centrale de réservation qui a pour objectif de concurrencer Booking ou Airbnb, par exemple, ou Uber. Ces centrales de réservation vont permettre de mettre directement en relation les clients et les loueurs, sans les 15% que peut prendre un Booking, par exemple. Donc, ça va être très intéressant pour les entreprises hôtelières, par exemple, ou pour les entreprises de location de véhicules. Simplement, aujourd'hui, les clients sont récompensés par le biais d'un crypto-jeton. Et ce crypto-jeton s'échange contre du Bitcoin. Donc, pour que BTU Protocol avance avec son offre qui est absolument géniale et disruptive, il faudra que les clients, les utilisateurs, soient en capacité d'utiliser ces jetons, donc d'avoir du Bitcoin. Alors, pourquoi accepter Bitcoin? Bitcoin, c'est aujourd'hui une communauté qui ne cesse de croître. On estime à 20 millions le nombre de personnes dans le monde qui utilisent Bitcoin ou qui ont du Bitcoin. 20 millions d'utilisateurs, ça ne veut pas dire 20 millions d'utilisateurs réguliers, mais ça veut dire que ce sont des gens qui ont des wallets, des portefeuilles en ligne ou des portefeuilles physiques dans lesquels ils stockent leurs crypto-monnaies. C'est 100 000 entreprises dans le monde. Alors, ça, c'est très difficile d'établir un chiffre précis parce que ça bouge sans arrêt et ça augmente. J'ai lu ce matin une estimation de 150 000 entreprises dans le monde qui accepteraient Bitcoin. Donc ça peut être des sites internet, des entreprises du net ou des entreprises physiques. On a les deux, je n'ai pas la proportion exacte, mais en tout cas, ce chiffre-là ne cesse d'augmenter. Alors là, c'est un élément assez révélateur que je vous montre là. C'est le nombre de distributeurs de Bitcoin qui sont implantés dans le monde. Aujourd'hui, on a 4026 ATM, donc des distributeurs comme nos distributeurs de billets de banque, qui sont destinés à vendre du Bitcoin. Donc ça, c'est un chiffre qui augmente de 5 par jour. Aujourd'hui, il y a 5 distributeurs de Bitcoin qui s'installent dans le monde tous les jours, 5,1 exactement. En France, on en a très peu, je crois qu'il y en a un ou deux. Ça n'a pas vraiment d'intérêt en France parce qu'on a capacité d'acheter des bitcoins dans des maisons du bitcoin. Aujourd'hui, vous avez une maison du bitcoin à Paris, vous en avez une à Bordeaux, il y en a une à Lyon, il y en a une à Marseille, il y en a une qui est en train de s'ouvrir sur Nice, Monaco. Donc l'ATM n'est pas forcément la solution française. Mais en tout cas, c'est révélateur d'un progrès continu de l'adoption de bitcoin. Et je vais revenir à ma diapo précédente, parce que certainement que ceux d'entre vous qui regardent un petit peu Bitcoin ont vu que le cours avait énormément chuté depuis un an. Grosse chute du Bitcoin. Vous pouvez vous dire, le Bitcoin est mort. C'est quelque chose qui a fait le buzz en 2018, mais en 2019, on repart sur des bases totalement différentes. Alors, je tenais à vous montrer les chiffres. Les chiffres que vous voyez ici, ce n'est pas la moyenne annuelle du prix du Bitcoin, c'est le point le plus bas auquel il est constaté. Donc, vous pouvez voir qu'en 2012, un Bitcoin valait 4 $ au plus bas de l'année 2012. En 2013, il valait 75 $ au plus bas. En 2014-2015, on était à 200 $. 2016, 365 $. Et 2017, 780 $. 2018, 3200 $, le plus bas. Et aujourd'hui, en 2019, le point le plus bas, c'est 3500 $. Donc on continue à avoir une valeur qui augmente un petit peu. Ça, je vous l'ai montré. Alors pourquoi? Quel intérêt pour une entreprise d'accepter Bitcoin? On vit très bien sans, vous le savez. Donc il y aurait un engagement philosophique, sociétal à développer. Mais là, on va aller véritablement droit au but dans le business. Qu'est-ce que ça pourrait apporter concrètement à votre entreprise? C'est ça qu'on va développer aujourd'hui.
Alors, c'est un moyen de paiement qui existe, c'est une monnaie aujourd'hui, et donc on peut voir ici le market cap, c'est-à-dire la masse monétaire circulante de différentes monnaies. Pour situer un peu Bitcoin, qui représente 62 milliards de dollars, on l'a mis entre des monnaies assez proches. Donc vous avez le dollar canadien, par exemple, qui aujourd'hui représente 68 milliards de dollars US, et vous avez le baht thaïlandais qui représente 43 milliards de dollars. Le Bitcoin lui représente, donc je l'ai dit, 62 milliards de dollars. Donc aujourd'hui, c'est une monnaie importante, qui est pratiquement aussi importante que le dollar canadien. Alors ça dépend évidemment du prix du Bitcoin. Hein. Si le Bitcoin revenait à 15 000 dollars, comme on a pu le voir l'année dernière, par exemple, il est évident qu'il passerait devant la monnaie sud-coréenne, par exemple, qui aujourd'hui est capitalisée à 88 milliards. Donc Bitcoin est quelque chose d'important. En termes de système de paiement, Bitcoin est une monnaie, mais c'est aussi une réserve de valeur et c'est aussi un système de paiement. Là, c'est les différents systèmes de paiement qui existent. Vous connaissez Visa, vous connaissez Mastercard. Visa, c'est à peu près 10 000 milliards de dollars d'échanges par an. Mastercard, on voit 5 200 milliards de dollars d'échanges par an. Bitcoin, c'est 3 300 milliards de dollars. Donc c'est devant PayPal, très largement, 500 milliards de dollars PayPal. C'est très largement devant Western Union, 200 milliards de dollars. Donc c'est un système de paiement qui fonctionne, qui travaille, et qui ne touche pas beaucoup la France. Mais en tout cas, ça existe dans beaucoup d'autres pays. Je crois qu'en France, il y a à peu près 250 entreprises qui acceptent Bitcoin, beaucoup des commerçants, hein, pas beaucoup de grosses entreprises. Dans le monde, on a des entreprises considérables comme Microsoft, HP, d'autres entreprises très importantes qui acceptent Bitcoin. Alors toujours dans l'idée de pourquoi accepter Bitcoin, déjà en termes de moyens de paiement, ça a des avantages considérables que les gens qui n'utilisent pas Bitcoin n'ont pas conscience de ça. Là, je vous ai mis un exemple. 62 000 euros de transfert international coûtent 8 euros de frais. Pourquoi cet exemple? Parce que c'est un paiement qu'on a fait hier dans mon entreprise, Big Block Data Center. Donc je ne me suis pas présenté, on a une entreprise de mining, c'est notre métier premier. C'est-à-dire qu'on est des mineurs de Bitcoin. On valide les transactions entre les différents utilisateurs de Bitcoin et on est récompensé par le réseau en création monétaire. Toute la création monétaire passe par des machines comme celles qu'on manage. Ces machines-là, on les achète en Chine. Quand on tombe sur un lot intéressant en Chine, il faut payer vite pour se le réserver. Avec Bitcoin, on a cette possibilité de payer et de recevoir 10 minutes après la confirmation de notre correspondant chinois, par exemple, un mec qui peut être dans n'importe quel autre pays, et qui nous dit « J'ai bien reçu votre paiement, c'est bon, je vous réserve les machines et je vous les expédie demain ». On fait ce même genre d'opération avec des transferts d'USD, US dollars vers la Chine, ça prend une semaine. Et ça nous coûte entre 6 et 7 % de frais de change et de frais de transfert. Donc sur 100 000 euros, 6 ou 7 %, ça fait 6 7 000 euros. 100 000 euros là, en Bitcoin m'aurait coûté à peu près 9 euros. Voilà l'avantage incroyable qui va faire que ceux qui acceptent Bitcoin verront à terme, un jour, les paiements en Bitcoin devenir quelque chose de régulier chez eux. Alors aujourd'hui, ça ne sera pas le cas. Si votre entreprise se décide à accepter Bitcoin et à rentrer dans cet écosystème, vous n'allez pas être envahi de paiements Bitcoin parce que c'est essentiellement considéré comme une réserve de valeur. Les gens les gardent en espérant que ça va monter. Le propos n'est pas de savoir si ça va vraiment monter ou si ça va baisser, mais en tout cas, c'est quelque chose qui, on le voit, se répand, devient de plus en plus important, comme j'ai pu vous le montrer dans les différents graphiques. Donc le propos pour une entreprise française aujourd'hui, plus que de générer des paiements avec le Bitcoin, c'est vraiment de se rendre moderne, digitalisé, blockchain friendly. Quand même, ça vous donne accès à la communauté de 20 millions de personnes, je l'ai dit, qui vont savoir que votre entreprise accepte Bitcoin. Rien qu'en France, vous avez 12 médias qui se sont créés, spécialisés sur le Bitcoin et les blockchains. 12 médias qui vont relayer le fait que votre entreprise est vachement moderne, elle accepte Bitcoin. Donc c'est une communication accessible, pratiquement gratuite, mondiale, à laquelle vous auriez bien tort de ne pas réfléchir. En plus, on est encouragé par notre gouvernement. Ça, c'est assez nouveau. Il y a encore 2 ans, vous m'auriez dit « je veux accepter le Bitcoin », on vous aurait dit « juridiquement, c'est très compliqué, comptablement, c'est très compliqué, et techniquement, on ne sait pas le faire ». Aujourd'hui, techniquement, on sait le faire. Juridiquement et comptablement, les choses sont claires. Et on a un ministre de l'économie qui déclare « La France est la première nation au monde à proposer un cadre fiscal attractif et global pour le développement des crypto-monnaies ». On s'attend à un développement des crypto-monnaies et le gouvernement l'encourage. Donc pourquoi ne pas en profiter? Encore une fois, ça ne peut avoir que... C'est le pari de Pascal, hein, ça peut avoir que des avantages. Je n'ai pas trouvé d'inconvénient qui pourrait vous décourager d'accepter Bitcoin.
Après, comment accepter Bitcoin? Donc, je vous l'ai dit en termes de coût, c'est quelque chose qui va vous coûter la mission qu'on va vous proposer. Hein, c'est-à-dire que selon la taille de l'entreprise, on fait une mission d'audit pour savoir quels sont vos besoins. Est-ce que vous avez de l'Internet? Est-ce que vous avez de la clientèle internationale? Enfin, quel est votre produit? Quelle est votre clientèle? Quel est votre marché? Et on va établir un devis. Ça peut être quelques centaines d'euros comme quelques milliers d'euros. Ce n'est pas très compliqué. En termes de droit, vous avez tout à fait le droit d'accepter du Bitcoin comme n'importe quelle devise. Vous avez le droit de l'accepter. En termes d'impact comptable, c'est ce que je vous disais, il y a encore 2 ans, on vous aurait dit c'est compliqué parce qu'il vous faut 2 comptabilités. Votre comptabilité en crypto-monnaie, parce qu'on parle de Bitcoin, mais ça peut être de l'Ether, ça peut être du Bitcoin Cash, ça peut être différentes crypto-monnaies. Vous aurez un panel d'acceptation des crypto-monnaies que vous déciderez. Ça peut être 5, ça peut être 10, ça peut être 20 crypto-monnaies principales. Donc vous aviez un impact comptable, c'était très compliqué, le Bitcoin étant très volatile, avec des fluctuations de prix énormes. Vous pouviez vous retrouver avec une trésorerie de 500 000 euros en début d'année en Bitcoin, et puis vous retrouvez avec 2 millions d'euros en fin d'année, ou le contraire. Donc la solution qu'on a mise en place chez BigBlock, c'est de vous proposer quelque chose de totalement transparent. Vous recevez vos paiements en Bitcoin, mais ils sont automatiquement changés en euros et transférés sur votre compte en banque. Donc pour vous, c'est totalement transparent. Et ça vous permet d'apprivoiser ce système, de comprendre ce que c'est qu'une blockchain, parce que ce qu'on vous propose, nous, ce n'est pas un service externalisé, c'est un service internalisé. Vous aurez votre propre copie de la blockchain Bitcoin. Vous pourrez voir toutes les transactions qui sont réalisées et vous ne pourrez pas vous faire voler à aucun moment. C'est quelque chose, vraiment, le service qu'on propose, c'est vraiment une éducation, de la pédagogie pour que vous compreniez ce que c'est qu'une blockchain vue de l'intérieur. Ce qu'on réalise, nous, en étant mineurs de Bitcoin, qu'on est des spécialistes de la blockchain, et quand on discute avec tous les spécialistes de la blockchain en France, la plupart ne savent pas du tout de quoi ils retournent, ils ne savent pas comment ça fonctionne. On est vraiment dans une espèce de légende, un buzzword, voilà, qui fait que des entreprises qui proposent des services blockchain aujourd'hui, quand vous parlez à leurs représentants, je viens de faire le tour du salon, en fait, ils ne savent pas trop comment ça fonctionne, quoi. Donc, pour comprendre comment fonctionne une blockchain, quel peut être l'intérêt décentralisateur, sans tiers de confiance, la première des applications évidentes, c'est la monnaie. Et donc, je vous encourage tous à creuser cette possibilité. Encore une fois, ça ne vous coûte rien ou presque rien. Et les avantages attendus sont énormes, considérables, en termes de visibilité pour vos entreprises. Voilà, je vous avais dit que je ferais très vite, parce que je pense que ça va générer des questions. Donc, j'espère en avoir beaucoup. Monsieur va vous faire passer un micro. Et j'ai déjà une première question. Bonjour, madame. Bonjour, c'est une question au sujet de la conversion automatique des paiements qu'on recevrait en Bitcoin. Oui. Les factures, il faut les établir en quelle monnaie alors? En euros. Donc, on fait des factures en euros. Absolument. Au client. De la même manière que si vous facturez un client américain, vous allez lui facturer en euros et il peut vous payer en dollars. Voilà. Actuellement, je facture mes clients en dollars. En dollars. Ils me payent en dollars sur un compte d'attente en dollars. Vous pouvez facturer en Bitcoin, ce n'est pas interdit. Disons que le prix, lui, est fixé en euros. Voilà, vous ne fixez pas votre prix en Bitcoin. Le prix 100 euros, c'est de l'euro. Et donc, vous allez recevoir X Bitcoin en fonction du cours du Bitcoin. Mais alors, le prix est fixé en euros. Et mais en revanche, au moment de la conversion, on ne sait pas exactement combien d'euros on va recevoir. Le cours du jour, au moment où vous êtes payé. On peut avoir un écart de... Vous pouvez avoir un écart, oui, entre le moment où vous avez fait votre vente et le moment où vous êtes payé. Mais attention, vous toucherez toujours 100 euros. C'est le nombre de bitcoins qui va varier. Votre facture, elle est de 100 euros. Oui. Donc, si au moment où vous vendez 100 000 euros, si au moment où vous vendez, vous vous dites 100 000 euros, c'est 30 bitcoins, je vais avoir 30 bitcoins. Et finalement, vous n'en recevez que 28 ou 32. Peu importe, c'est toujours 100 000 euros. Vous, ce que vous avez vendu, c'est une marchandise qui vaut 100 000 euros. Donc, c'est le nombre de bitcoins qui va fluctuer, mais votre référent, votre étalon, c'est l'euro. Je ne suis pas clair? C'est qu'il y a un petit moment entre il peut y avoir un délai entre le moment où on facture et le moment où on est payé, en fait. Oui, peu importe, vous serez toujours payé 100 000 euros. Il faut bien comprendre que c'est immédiat. Hein, quand le client va vous payer en Bitcoin, 10 minutes après, vous avez l'argent. Donc vous avez la fluctuation sur 10 minutes, voilà, qui est très faible. Hein. C'est-à-dire que dans le métier où je travaille, on a un moment entre le jour où le client accepte le devis. Oui. La prestation est réalisée, c'est dans l'informatique. Bien sûr. Et peut-être 2 mois plus tard, il y a une clé de paiement qui fait qu'il nous paye. Oui. Donc c'est ça qui est un peu difficile à comprendre avec la volatilité. Je pense que c'est ça qui retient beaucoup de gens aussi. Exactement. C'est pour ça que la solution qu'on propose, c'est justement que vous êtes payé en euros sur votre compte en banque et vous toucherez vos 100 000 euros. Quel que soit le jour et le cours du Bitcoin à un moment donné, le change se fait.
Donc le risque, il est sur vous? Ah non, il n'y a aucun risque pour nous. Il n'y a pas de risque pour nous. Nous, on va faire en sorte que vos bitcoins soient automatiquement changés en euros et les euros transférés sur votre compte en banque. Donc vous aurez vos 100 000 euros. Personne. C'est le client, si vous voulez. Si lui, il a une trésorerie en bitcoin, effectivement, il a du bitcoin stocké. Lui, il n'a pas fait le choix que je vous propose là. Il a fait le choix d'avoir deux comptabilités. Donc effectivement, il va acheter une prestation à madame à un moment T. Il va le payer, admettons, 2 mois plus tard. Il avait envisagé que ça lui coûterait 3 bitcoins. Finalement, ça lui en coûte 5 parce que le cours a beaucoup chuté. C'est son problème. Vous toucherez toujours vos 100 000 euros. Une seule question? Merci. Bonjour. Bonjour. Voilà, vu que tu parles du fait que ça enlève le tiers de confiance, ce que tu proposes comme offre, d'être justement ce tiers de confiance, est-ce que ensuite tu mets les personnes en capacité? Est-ce que vous avez un software ensuite qui peut être transféré en fait dans l'entreprise une fois qu'ils sont familiarisés avec le système pour faire leur propre conversion automatique, ou c'est juste une première marche en fait vers leur propre indépendance dans les cryptos? La réponse est oui, c'est évidemment pour leur donner une indépendance totale. Nous, on fait de la pédagogie, de la formation. On n'est pas du tout un tiers de confiance. Tout le système va appartenir à l'entreprise. Voilà. Donc c'est l'entreprise qui paiera sa blockchain, donc le stockage de sa blockchain, ou sur un serveur en propre dans l'entreprise, ou sur le cloud. Mais dans tous les cas, on n'est pas partie prenante. Dès lors que le client sait faire, il est totalement indépendant. D'autres questions? Merci. Moi, j'ai une question. Allez-y, allez-y. En parallèle, mais en dehors du monde du Bitcoin, est-ce que votre perception sur les autres crypto-monnaies qui sont liées à des écosystèmes un peu fermés, de consortiums ou logiques différents, avec du stablecoin et compagnie, quelle est votre perception là-dessus pour l'avenir? Parce que là, du coup, c'est fermé. Il y a plusieurs questions dans la question. Pour nous, évidemment, l'avantage d'une crypto-monnaie, c'est une totale décentralisation. Une totale décentralisation, il n'y a que Bitcoin qui l'offre aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est la seule crypto-monnaie où il n'y a pas un staff qui dirige et qui donne une direction. Voilà. C'est une monnaie totalement partagée, une monnaie commune. Je suis peut-être trop loin, pardon. Et pour nous, c'est la seule crypto-monnaie qui propose une réelle décentralisation. Maintenant, il y en a d'autres, comme Ether de chez Ethereum, qui a beaucoup de sens, qui permet de faire des smart contracts. Il y a plus de 2000 monnaies numériques aujourd'hui qui fonctionnent, donc on verra lesquelles resteront, lesquelles survivront. On pense que différentes communautés vont se créer et vont adopter leur crypto-monnaie à laquelle elles tiendront. Voilà. Mais en tout cas, l'étalon, aujourd'hui, ça se vérifie tous les jours, et toutes les cotes des cours sont calées sur celles du Bitcoin. Pour nous, le Bitcoin restera, est totalement résilient. On le voit depuis 10 ans. Il subit des attaques de tous côtés, des attaques techniques de hackers, des attaques dans la presse, des attaques par des groupes de pression à qui ça fait du tort, ou ça peut être amené à faire du tort. Le Bitcoin est toujours de plus en plus solide et continue à se consolider. Donc, pour nous, c'est vraiment sur cette monnaie-là qu'il faut tabler. Il en restera d'autres, on en est convaincus, qui seront évidemment peut-être des stablecoins, certainement des utility tokens, c'est-à-dire que des entreprises vont avoir leurs jetons. On sait que Facebook est en train de mettre en place son jeton numérique. Là, on va voir toute la différence entre un bien commun, une monnaie commune comme Bitcoin, et une monnaie privée comme celle de Facebook. Et là, les détracteurs de Bitcoin vont comprendre vers quoi ils auraient dû se concentrer, sur quoi ils devraient lutter, parce qu'une monnaie privée comme celle de Facebook, quand on sait aujourd'hui ce que Facebook peut faire de nos données, moi, ça aurait tendance à me faire peur. Voilà pour l'avenir des jetons. Quant aux blockchains privées, sans jetons, moi, je ne connais pas d'application qui marche aujourd'hui. On a fait beaucoup de bruit autour des blockchains de la supply chain de Carrefour, par exemple. Je pense qu'une base de données distribuée intelligente aurait largement suffi à faire le boulot et ça aurait coûté beaucoup moins cher à Carrefour, je pense. D'autres questions? Monsieur en avait une. Madame? Monsieur? Bonjour. Bonjour. Tu nous détaillais les ATM qui étaient installés et puis oui. aussi les maisons du Bitcoin, et oui. notamment qu'il n'y avait rien sur Nantes. Tu as un retour d'expérience sur les bureaux de tabac qui commencent à être équipés? Alors, je suis allé visiter le premier bureau de tabac à Nantes, qui est rue de la Bastille.
J'y suis allé le jour où il a lancé son offre. Donc il n'y avait pas de retour, j'y suis allé à 9 h le matin. Ce qui était intéressant, c'est que j'ai demandé aux buralistes ce qu'ils connaissaient de Bitcoin. Très peu de choses. Ce n'est pas trop leur propos, aux promoteurs de cette opération-là, que le buraliste pousse à la consommation du tout. À tel point que le buraliste m'a dit, je lui dis, vous en avez, vous, du Bitcoin? Il m'a dit, moi, je ne suis pas joueur. Donc c'est dire à quel point il n'avait pas compris ce qu'il était en train de vendre. Ce n'est pas un ticket de grattage, ce n'est pas du loto. Il n'a pas une chance de gagner ou une chance de perdre. Il a la capacité d'accéder à une réserve de valeur comme s'il achetait un petit bout d'or. C'est le seul retour que j'ai sur les bureaux de tabac. Madame avait une question? Bonjour. Bonjour. Vous disiez effectivement que la blockchain est assez complexe pour tout le monde à comprendre. Comment vous allez démocratiser et rendre le Bitcoin ou la blockchain accessible à tous, et surtout au niveau des entreprises, TPE et PME? Justement, pour moi, le plus facile, c'est de passer par le paiement. C'est simplement de faire la démarche intellectuelle, de se dire pourquoi je n'accepterais pas le Bitcoin? Quel est mon risque? Est-ce que ça coûte cher? Pourquoi je me priverais de ça? Pourquoi je me priverais d'un système de paiement qui m'est accessible pratiquement gratuitement? Et ça donne accès à la blockchain. Ça permet de comprendre. Il faut rentrer dedans, en fait, pour réaliser la révolution qu'on est en train de vivre. Et aujourd'hui, ce qu'on en voit dans la presse, c'est juste des choses abstraites, des mots qui se concrétisent en rien. Je ne connais pas d'application blockchain aujourd'hui qui fonctionne réellement. C'est en train de se lancer. Mais ces applications-là ne se développeront qu'avec une acceptation des crypto-monnaies, une confiance dans les crypto-monnaies. Donc les entreprises qui accepteront les crypto-monnaies participeront évidemment de l'implantation des crypto-monnaies dans le monde économique. Mais ça se fera de soi-même. Ça se fera de soi-même. Bitcoin, lui, s'étend, c'est une monnaie de crise. Nous, en France, on ne voit pas du tout l'intérêt de Bitcoin parce qu'on n'en a pas besoin. On a des très bonnes banques avec des bonnes cartes bleues, des paiements internationaux. Donc, à part des gens qui font du business à l'international et qui voient qu'effectivement un transfert international coûte cher, on ne voit pas d'application immédiate. Mais aller dans des pays en crise ou dans des pays où il y a une crise monétaire, aujourd'hui, il y a l'embarras du choix, c'est presque un pays sur deux dans le monde. Aller en Argentine, au Brésil, au Venezuela, aller en Iran, aller dans pas mal de pays d'Afrique, dont le Niger, vous verrez, quand la monnaie fond comme ça, que la monnaie se dévalue à vitesse grand V, les gens se ruent sur le Bitcoin. C'est une réserve de valeur accessible. Ils savent qu'ils pourraient acheter de l'or, mais c'est très difficile à acheter. Donc Bitcoin aujourd'hui, nous on était en Iran le mois dernier, là, encore une fois on est mineur de Bitcoin, donc on cherche de l'électricité pas chère, elle n'est pas chère du tout en Iran, donc on allait voir ce pays de l'intérieur, même si maintenant on ne peut plus trop faire de business à cause de l'embargo américain. En tout cas, on a vu une appétence incroyable des habitants de Téhéran qui veulent tous du Bitcoin. Ils venaient nous voir, vous êtes dans le Bitcoin, on en veut, quoi. Et la démarche de savoir comment on l'achète, comment on le transfère, dans ces conditions-là, quand on est obligé, quand on a besoin, ça va très très vite. L'éducation se fait beaucoup plus vite que dans notre pays, où encore une fois, on ne perçoit pas l'intérêt, on n'en perçoit pas le besoin. Au Venezuela, c'est dingue, on voit les échanges en Bitcoin qui continuent de se développer à vitesse grand V. Est-ce que j'ai répondu à la question? Parfait. Monsieur? Pardon. On va dépasser le temps. Me dit-on. Il y a du monde derrière qui attend? Bonjour. Bonjour. Justement, il se dit que c'est une aberration écologique, le mining. Qu'est-ce que tu en penses? Enfin, a priori, pour miner un bitcoin aujourd'hui, ça coûte en énergie, c'est faramineux. Donc, qu'est-ce que tu penses de ça? Évidemment, moi je ne suis pas du tout d'accord avec ça. J'ai écrit beaucoup d'articles sur le sujet. Beaucoup de choses qui se racontent sont totalement fausses. On voit des études scientifiques paraître qui disent vraiment absolument des âneries, et surtout sur l'évolution. Aujourd'hui, on sait que ça consomme à peu près la même chose qu'un pays comme l'Irlande. Encore une fois, c'est une monnaie qui est beaucoup plus répandue que la monnaie irlandaise. Donc, si on veut comparer ça à un pays, ça peut avoir du sens que ça consomme autant que l'Irlande. Surtout, ce que disent ces études, c'est que ça pourrait devenir une catastrophe écologique, parce que si le Bitcoin se généralise, sa consommation va augmenter en proportion. Et c'est ça qui est faux. Aujourd'hui, on arrive à un niveau de sécurité du calcul blockchain, donc du mining, qui fait qu'on n'a pas besoin de grossir, d'augmenter la puissance de calcul. Et quand cette puissance de calcul augmente aujourd'hui, ce n'est pas par une surconsommation d'électricité, c'est par une amélioration des matériels, une amélioration de la performance énergétique. On vient de voir la puissance globale du mining baisser de 30% sur les 2 derniers mois. Là. Donc ça ne fait pas qu'augmenter. On le voit là, quand le cours baisse,
la puissance totale baisse également. Quand le cours monte, la puissance totale augmente. Jusqu'à maintenant, c'est quelque chose d'assez mécanique. Sauf qu'il y a une limite à ça, c'est une limite physique, c'est-à-dire que les compagnies d'électricité ne donnent pas autant d'électricité que le Bitcoin en voudrait. Donc il y a une limite. Nous, en France, par exemple, on ne peut plus miner. Le kilowatt est devenu trop cher par rapport à ce dont on a besoin. Donc la redistribution des cartes fait qu'il n'y a plus que quelques endroits dans le monde où on peut miner. Et c'est les compagnies d'électricité qui nous attribuent 10, 20, 30, 40, 50 mégawatts en fonction de leur disponibilité. On utilise de l'énergie qui est perdue la plupart du temps. Là, nous, on est en train de monter une énorme ferme au Kazakhstan, une des plus grosses du monde, 45 mégawatts. C'est 45 mégawatts que la compagnie d'électricité kazakh nous donne parce qu'elle n'en a pas la vente. Elle nous le vend à très vil prix, 2,6 centimes du kilowatt. Pourquoi? Parce que sinon, c'est zéro. On est sur des barrages hydroélectriques. La puissance électrique, elle est fournie, elle est produite, elle n'est pas vendue, elle ne peut pas être transportée suffisamment. Les gens pensent qu'on va balancer de l'électricité à l'autre bout du monde et que nous, on utilise des ressources vertes qui pourraient être utilisées pour faire autre chose. Mais c'est totalement faux. Si vous n'avez pas un câble qui relie un point à un autre, vous ne pouvez pas distribuer l'électricité. Donc, un barrage hydroélectrique, s'il est conçu pour faire 50 mégawatts et que vous avez une demande commerciale en face de 5 mégawatts, qu'on imagine un jour arriver à 50 mégawatts, vous avez 45 mégawatts de disponibles pour des gens qui viennent au pied de ce barrage et qui viennent consommer cette électricité. Et aujourd'hui, la réalité du mining, elle est là. C'est plus des petits particuliers qui mettent des machines chez eux pour miner, ça n'existe plus, c'est plus rentable. Donc la réalité de notre industrie, elle est d'aller chercher avec les producteurs d'électricité, en général hydroélectrique, c'est là le plus gros du marché, de l'électricité qu'ils produisent et qu'ils ne savent pas vendre. Donc c'est ou zéro ou un vil prix pour nous. En quoi c'est une catastrophe écologique ? En rien du tout, ça va permettre à ces sociétés d'avoir de l'argent pour pouvoir générer des fonds pour la recherche et le développement, pour se permettre d'amener des solutions durables et de ne plus travailler uniquement sur des développements au charbon ou au pétrole. Ça vraiment, enfin moi je suis un écologiste convaincu, je n'ai aucun problème de conscience à utiliser de l'électricité dès lors que j'utilise une électricité qui de toute manière aurait été perdue. Pardon ? Pas du tout. Alors, sur Alcatel, on a fait un lab, c'est-à-dire c'est un laboratoire de mining. On essaye de faire monter la capacité de mining pour consommer moins d'électricité, justement, et surtout pour récupérer la chaleur. Parce qu'il y a un gaspillage énorme, même si l'électricité de toute façon était perdue, il est sûr qu'on produit de la chaleur qui n'est pas réutilisée. Et bon, ça me gêne. Donc on travaille depuis 2 ans avec Dalkia, notamment, à des systèmes pour pouvoir discipliner cette chaleur, travailler avec des machines immergées, chauffer de l'eau et pouvoir chauffer des habitations avec l'eau. C'est un chantier de long terme. Mais c'est certainement l'avenir du mining. Certainement qu'on aura 2 utilisations. Ouais. Mais pour Alcatel, c'est tout petit. Merci.